Et donc, bonjour tout le monde, merci pour être là. Je me présente tout d'abord, je suis Fabrizio Caruso, j'habite ici dans la région, je suis italien et je suis passionné des ordinateurs des années 80. Donc, vous voyez, moi j'ai un t-shirt Commodore. Le Commodore 64, c'est celui-ci, c'est l'ordinateur le plus vendu dans le monde, dans l'histoire de l'informatique. Et à l'époque, il y en avait d'autres aussi. Ça, c'est des ordinateurs de Christophe. Merci. On avait l'ennemi juré de Commodore 64, le Sinclair Spectrum. Bon. Et il y en avait plein d'autres, comme par exemple l'Oric 1, qui a vendu bien au Royaume-Uni et en France. Mais pas beaucoup dans le reste du monde. L'année dernière, je présentais un projet, d'une librairie qui permet de coder des jeux simples, avec des graphismes simples. Vous voyez ici un exemple, sur 200 plateformes différentes. Donc, oui, pratiquement toutes les plateformes 8 bits, à peu près. Mais cette année, je parlais d'autre chose. Mais c'est juste pour vous dire que le projet est toujours en cours. Je rajoute toujours des choses. J'accepte aussi des questions sur ces projets-là. Mais cette année, je parlerai du BASIC. Est-ce que tout le monde ici sait de quoi je parle quand je dis BASIC? Ça évoque les années 80, même avant, c'était un langage de programmation, c'était très populaire à l'époque. C'est plus le cas, mais pas mal de vous doivent se rappeler de ça. BASIC, c'est un acronyme anglais. C'est Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est un langage haut niveau. Pour les débutants, c'est un langage simple. Haut niveau, ça veut dire que ça doit ressembler un tout petit peu à l'anglais ou à un langage humain. Mais BASIC, c'est énorme. Hein. Donc, je parlerai de certaines choses, pas de toute l'histoire de BASIC, et surtout, je parlerai aussi de jeux vidéo faits en BASIC. Plus précisément, je parlerai de l'histoire du BASIC, parce que c'est un langage historique. Je parlerai du langage de programmation BASIC, le fait c'est un langage de programmation. Il y aura une partie un tout petit peu technique, mais pas beaucoup. Je promets que ce n'est pas un cours de programmation ici. Ne vous inquiétez pas. Et je parlerai de petits jeux vidéo qu'on peut faire en BASIC, même avec des contraintes énormes. Donc, il y aura une partie dans laquelle je présenterai des petits jeux que j'ai fait en BASIC. Et je vous montrerai des choses un petit peu spéciales, mais ce n'est pas d'effets spéciaux. Hein, c'est du BASIC, c'est un langage très basique. Et en plus, sur des ordinateurs qui n'avaient pas de puces graphiques, hein, il n'y avait presque rien. Donc, le BASIC. Le BASIC, c'est un langage qui a été conçu en 1964 au Dartmouth College. College, ce n'est pas un collège, c'est une université en anglais. Et donc, le but du langage, c'était à l'époque, les ordinateurs, ce n'étaient pas les micro-ordinateurs. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est des micro-ordinateurs. À l'époque, on avait les mainframes, où le plus petit s'appelait mini. Mini, ça veut dire armoire, c'est la taille d'un armoire. À micro, c'est la taille normale. Aujourd'hui, on ne dit plus micro parce que c'est que la taille micro. Et donc, l'idée, c'est de permettre aux étudiants de l'utiliser de façon plus facile. Et donc, le tout premier BASIC, c'était le Dartmouth BASIC sur un mainframe, un truc énorme, qui prenait plusieurs armoires, c'était fait par la General Electric, et c'était le General Electric 265.
Donc vous voyez ici, il y avait des terminaux. Donc pour l'utiliser, on utilisait des terminaux qui étaient connectés au mainframe. Et c'était comme ça qu'on pouvait programmer. Et c'était utilisé pour des cours de sciences, de maths. Mais ok, ça c'est l'histoire. Et ça, c'est pas vraiment lié aux jeux vidéo. Quand est-ce que le BASIC devient intéressant pour la création des jeux vidéo? C'est après. C'est quand... à la fin années 70, début années 80, on a les home computers, c'est qu'en français on pourrait traduire avec ordinateurs familiaux, commence à se diffuser. Et donc c'était les ordinateurs que je vous ai montrés, c'était des ordinateurs comme ça, c'était des ordinateurs qui ressemblaient beaucoup à des consoles, parce qu'ils avaient aussi des cartouches. Pas sur tous les modèles, mais souvent il y avait aussi la possibilité de mettre des cartouches. C'était à bout de ludique aussi, bon, mais pas seulement. On les utilisait aussi pour le traitement des textes et on les branchait à la télé. Donc c'était un truc qui coûtait pas cher. Et au tout début, on n'avait que ça à la maison, hein, parce que soit ça à la maison, soit on avait les ordinateurs personnels. C'est qu'aujourd'hui, on appellerait PC. Mais à l'époque, on faisait un petit peu la différence entre familiaux et personnels. Parce que personnel, ça coûtait très cher. Et familiaux, ça coûtait pas cher et on les branchait à la télé. Donc, ça coûtait moins cher parce que déjà, la télé, on l'avait déjà à la maison et un écran, ça coûtait cher. Et donc, le lien, c'est ça. C'est le fait qu'on avait des ordinateurs à la maison. On pouvait programmer. C'était un basique, on pouvait coder facilement. Et il y avait pas mal de monde qui a appris à programmer, à faire des choses simples en basique. Et on faisait sûrement des jeux vidéo, même simples, mais c'était sympa à l'époque. Et donc, les ordinateurs familiaux, j'en ai montré 3, mais il y en avait plein d'autres. Ça, c'est pour les Français, ça doit être connu. C'est la MO5. Est-ce que quelqu'un ici se rappelle de ça? Oui. Bon, à l'école, je crois, mais à la maison aussi. C'était surtout à l'école primaire, je me suis collège. Et puis il y avait le TO7 au lycée. Oui, c'était à l'époque. Bon, okay. Ça, c'était un Atari 800. Il y avait aussi des cartouches, hein, parce que à l'époque, on ne savait pas c'est quoi. On propose des cartouches pour vendre des jeux vidéo un petit peu plus chers, mais il y avait aussi le magnétophone. C'était surtout le magnétophone qu'on utilisait à l'époque. On ne pouvait pas les copier. Oui, les cartouches, oui, tout à fait. Il y avait l'Amstrad, un Sinclair Spectrum, un ZX81, le Commodore 64, qui est l'ordinateur qui a vendu le plus dans l'histoire. Toujours, c'est le numéro 1. Le RIC 1, c'est celui-ci. Et c'était le RIC Atmos. Et le MSX, c'était une famille d'ordinateurs compatibles. Parce qu'à l'époque, il faut dire ça d'abord. À l'époque, chaque ordinateur était incompatible avec tout le reste, plus ou moins. Donc, chaque ordinateur, c'était un système d'exploitation différent. L'hardware était différent et la compatibilité était très limitée, même dans la même marque. C'était pas compatible. L'idée de faire quelque chose de compatible n'existait pas. Mais le PC, c'était quelque chose qui arrivait après. Et donc MSX, c'était un essai de faire entre plusieurs marques. Il y avait aussi Microsoft, et Toshiba, il y en avait partout, Casio. Ils se sont mis d'accord, ils ont fait un standard. Mais ça n'a pas eu un succès énorme. Bon, un succès très, très limité, surtout au Japon. Et donc, le BASIC. Je dis que c'est un langage de programmation, mais en effet, je dis que au tout début, on avait le Dartmouth Basic, le Basic de Dartmouth College, mais en réalité, chacun faisait son Basic. Et Bill Gates, il a fait les sous avec le Microsoft Basic. C'était le Basic qui a vendu le plus. Mais c'était une famille. Donc, quand je parle de Microsoft Basic, c'est pas un seul Basic. C'était tous les Basics qui ont été faits par Microsoft qui se ressemblent un petit peu. Et donc le numéro 1, c'est sûrement le Microsoft Basic. C'est par exemple le Commodore. Il utilise
un BASIC qui a été fait par Microsoft. Mais ce n'est pas exactement le même BASIC de l'Apple II. Et puis, il y avait aussi le Sinclair qui a... tous les ordinateurs Sinclair avaient un BASIC Sinclair qui était différent et pas compatible. De compatibilité n'existait pas. Et il y en avait plein d'autres. Pourquoi il reste bloqué? OK. Une petite fiche technique, juste, mais je jure, c'est pas beaucoup. Pour les gens qui ne sont pas des informaticiens, qui ne connaissent pas trop les détails techniques, les ordinateurs ne comprennent que l'assemblaire ou le langage machine. Okay. Donc, c'est un langage très bas niveau, très compliqué. Et c'est dur. Et il y a ici un programmeur, il y a Christophe qui sait programmer un assemblaire. C'est très dur. Okay, ça prend beaucoup de temps, c'est compliqué. Bah, ça se fait. Mais, ça se faisait beaucoup avant, en même temps, ça se fait beaucoup moins. Ça, c'est le seul langage que la machine peut comprendre. Puis, il y a des langages plus haut niveau qui sont plus faciles, mais c'est toujours un compromis. Et donc, ils sont soit interprétés à la volée, traduits à la volée en langage machine par l'ordinateur, et donc sont exécutés à la volée, traduits, exécutés, ou il faut d'abord l'écrire, puis on les traduit totalement, on traduit tout, et on l'exécute. Les langages compilés sont plus, vu qu'ils ne sont pas traduits à la volée, sont plus efficaces. Mais quand on parle du basique des ordinateurs familiaux, je parle surtout du basique qui était interprété. Donc, on tapait le code, on l'exécutait tout de suite, il était interprété à la volée. Autant que programmation en basique, je vous montre des exemples. Juste, c'est pas trop technique, c'est juste l'idée. Ici, bon, je ne sais pas si on voit quelque chose, mais sinon je fais un exemple, c'est mieux si je le fais directement sur l'ordinateur. Émuler, merci. Donc, je fais un full screen. Bon, ça se voit. Bon, ça marchera comme ça. OK, donc, quand on allumait un Commodore 64, on était déjà directement en basique. Donc, par exemple, si je voulais faire l'addition de 2 plus 2, sauf que les touches, OK, je peux directement exécuter des commandes comme ça. Si je voulais, par exemple, faire un tout petit programme qui affichait le message Hello World, je pouvais écrire un programme comme ça, c'était 10, c'était le numéro de la ligne. Print, ça veut dire affiche. Hello World, c'était une string, c'était des caractères. Donc je fais run. Hello World. OK, donc l'idée, c'est qu'il y avait des lignes dans le code. Le code, il fallait le mettre dans des lignes de code. À l'époque, c'était comme ça. Au jour d'aujourd'hui, on ne fait plus ça, ça n'a aucun sens, mais à l'époque, il fallait mettre dans des lignes, il y avait un ordre. Et pour changer l'exécution du code, on faisait des go-to, on sautait d'une ligne à l'autre. C'était ce qu'on appelle aujourd'hui du spaghetti code, c'était un truc illisible, c'était compliqué, mais à l'époque, c'était normal de faire ça. Au jour d'aujourd'hui, on ne ferait plus ça. Et pour faire des graphismes, à l'époque, on n'avait pas grand-chose. Souvent, c'était des graphismes faits en touchant vraiment l'hardware. Par exemple, si je vais afficher quelque chose ici, bon, on faisait du POC 1024,81 et ça affiche un boule. Donc, les graphismes, POC, ça veut dire écrit dans l'allocation de mémoire 1024, la valeur 81. Donc, c'était une programmation vraiment très bas niveau. C'est un petit peu comme l'assembler, mais c'est beaucoup plus facile. Ça reste beaucoup plus facile que l'assembler. Donc, c'était un petit peu dur, mais c'était direct, par contre. Au jour d'aujourd'hui, on ne code pas de façon directe. On utilise toujours des couches d'abstraction, que ce n'était pas le cas à l'époque.
Non, mais c'est bon. C'est bon, je peux répondre. On était... Donc, le BASIC était utilisé à l'époque aussi pour distribuer des jeux et des logiciels. Comme on a évoqué au tout début, les ordinateurs de l'époque ont utilisé des magnétophones, des cassettes pour les données, pour charger des programmes, des logiciels, des jeux. Mais le BASIC, on pouvait aussi le taper soi-même. Donc, il y avait, par exemple, en France, on avait Hebdogiciel. C'était un magazine qui proposait des listings. Bah, on se mettait, on tapait et on pouvait jouer. Il ne fallait pas se tromper. Bon, à l'époque, c'était normal. Et si on avait un magnétophone, on pouvait même le sauvegarder. Sinon, il fallait refaire tout à nouveau la prochaine fois. Donc, donc le BASIC était vraiment... des gens qui, au jour d'aujourd'hui, ne seraient pas capables de comprendre rien de l'ordinateur, parce qu'aujourd'hui, l'ordinateur, c'est un électroménager. Okay, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Le BASIC dans les consoles. Le BASIC a existé aussi dans les consoles. C'est moins connu, mais à l'époque, console et ordinateur se ressemblaient beaucoup. Comme je disais, les ordinateurs avaient des cartouches. Il y avait la possibilité d'utiliser des cartouches. Et les consoles, on pouvait faire des hybrides. Il y avait des hybrides, des vrais hybrides, mais les consoles normales, comme on connaît aujourd'hui, il y avait du BASIC. J'ai fait une petite digression. Aujourd'hui, on pourrait coder les anciennes consoles en BASIC moderne, mais je ne parle pas de ça ici. Par exemple, il y a le Battery Basic pour pas mal de consoles à taille qu'on peut utiliser aujourd'hui facilement pour coder sous des consoles pour lesquelles normalement on aurait dû utiliser de l'assembleur. Par exemple, pour la Famicom, Family Computer, ordinateur. Bon, c'est une console, c'est la NES, hein. Pas exactement la NES. Bon, on avait le Family Basic. Je sais pas, ici il y a des collectionneurs. Est-ce que quelqu'un... T'as le Family Basic? Non, j'ai raté. Ok. Ok, bon. Donc on pouvait coder un BASIC sur la NES, sur la Nintendo NES, sur la Famicom. Et il y avait un clavier, une cartouche qui permettait de faire ça, un vrai BASIC. Mais il y avait pire que ça, parce que sur la NES, ça doit être agréable, il y a un clavier. Il y a quelque chose qui ressemble au langage BASIC, même pour l'Atari VCS. Visual Computer System. Bon, il y a toujours le mot C, le ordinateur dans le nom de console. Sur ça, on pouvait presque programmer quelque chose qui ressemble de loin le BASIC, mais il n'y avait pas un vrai clavier, c'était un cauchemar, mais ils ont proposé ça quand même. Donc ça existe aussi. Ça existait, bon, pour les collectionneurs, c'était plutôt rare. Et en plus, sur la NES, en BASIC, on peut faire des petites choses qui ressemblent à des jeux, mais sur la VCS, c'était vraiment un truc juste pour apprendre à programmer. Peut-être c'est pas clair, mais le BASIC à l'époque, c'était plus qu'un langage de programmation. C'était aussi un système d'exploitation. C'était vraiment... C'était soit intégré totalement, ça c'était vraiment un système d'exploitation. Surtout pour les ordinateurs familiaux. Donc on allumait l'ordinateur et on avait le BASIC tout de suite. Ça c'est qu'on obtient quand on démarre. Donc c'était toujours de BASIC. Ça, MO5, Commodore 64, Amstrad, MSX, Atari 800. Ah oui, il y en a beaucoup qui manquent. Oui. Ah oui. Que c'était le BASIC peut-être le plus connu, le plus populaire. Oui, c'est vrai. Merci. Et donc,
qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre froide? Parce que je vous parle de la guerre froide. Au début, je vous avais dit que j'aurais parlé aussi de l'histoire du BASIC et des choses liées autour du BASIC, un petit peu de l'histoire autour du BASIC. Vu que le BASIC, c'était un système d'exploitation, et vu qu'on parle des ordinateurs de tout début, dans l'Europe de l'Est, on n'avait pas le même niveau technologique dans la fin des années 70 et années 80. Et donc, il y a eu une guerre d'espions. Il y avait des espions russes qui venaient dans l'Europe de l'Ouest pour acheter des ordinateurs et puis pour les cloner. Et la raison, c'était un embargo. Donc les pays de l'OTAN, donc nous, les États-Unis, l'Europe, on a imposé un embargo sur la Russie et tous les pays de l'Est. Donc on ne pouvait pas vendre la technologie, on ne pouvait pas partager la technologie avec les pays de l'Est. Ça, c'est la raison pour laquelle on a fait un projet de recherche avec l'université de Pise sur l'histoire des ordinateurs familiaux ou personnels dans l'Europe de l'Est. On a publié un article qu'on a présenté en Pologne, un congrès international d'histoire de l'informatique. Et qu'est-ce qu'on a fait dans cette étude? On a présenté l'histoire des ordinateurs dans l'Europe de l'Est. On a fait une recension des ordinateurs familiaux dans l'Europe de l'Est. On a parlé aussi des outils modernes pour coder sous les ordinateurs de l'Europe de l'Est, mais aussi sous les autres. Et on a fait une analyse des basiques qui étaient utilisés dans les ordinateurs de l'Europe de l'Est. Dans l'Europe de l'Est, ils ont fait pas mal d'ordinateurs familiaux. C'était surtout des clones. Donc ça a été publié, présenté au congrès. On a un article et ici, je vous donnerai le lien si vous voulez. L'article officiel qui est publié, je n'ai pas les droits d'auteur, parce que moi, c'est moi l'auteur. Ça a été publié, c'est une publication académique officielle, donc je ne peux pas le partager avec tout le monde. Mais j'ai une version que je peux partager, qui était une version précédente. Si ça vous intéresse, vous pourrez lire l'article qui est sur Archive. Donc ça, c'est le livre, l'acte du congrès. Et qu'est-ce qu'on a trouvé dans les ROM du BASIC de l'Europe de l'Est? On a trouvé ce qu'on savait déjà, que c'était surtout des clones. Des clones, il y en avait officiels, il y en avait illégaux. Mais on a trouvé des exceptions. Et on a fait comment pour trouver les exceptions? On a utilisé un outil que normalement on utilise pour d'autres choses, qui nous permet de trouver des patterns du BASIC connu dans des BASIC qui ne sont pas connus. Donc on a trouvé toujours que c'était presque toujours du Microsoft Basic, parfois du Sinclair Basic. Mais on a trouvé des exceptions et dans l'article, on parle de plein d'autres choses, mais on parle aussi de ça. Donc, on avait dans l'Allemagne de l'Est, dans la RDA, on avait le Robotron Z1013 qui était vraiment original. Donc, il y avait des originaux. Il y avait le Galaxia en Yougoslavie et l'Homlab 2 en Hongrie. Donc, on a trouvé des ordinateurs, oui. Ah oui. Oui. C'est pas un vrai musée, il faut demander l'ouverture. C'est très intéressant. Le Galaxia, c'est le plus connu ici, je crois. Le Robotron, c'était pas très populaire aussi. Galaxia, c'était souvent des ordinateurs vendus en kit et qui, dans l'Europe de l'Est, c'était surtout dans les écoles. Mais surtout le Galaxia et le Robotron ont eu un succès dans l'Europe de l'Est. Et maintenant, il y a des collectionneurs. Il y a des gens qui ont fait des répliques. Donc, comme je vous avais promis, je parlerai aussi de jeux vidéo. C'était que je ne voulais pas parler trop d'histoire, de détails techniques. Donc, je vous ai dit que le BASIC et les jeux vidéo, le lien est dû grâce au fait que le BASIC, c'était
le langage principal et aussi le système d'exploitation dans les ordinateurs familiaux. Et donc, quel est le problème quand on essaie de coder en BASIC? Que comme je vous ai montré avant, pour déjà afficher quelque chose, il faut connaître un petit peu l'hardware, écrire dans la mémoire de l'ordinateur. C'est de la programmation un petit peu à bas niveau. Souvent, le BASIC, ça dépendait du type de BASIC. On n'avait pas de commande pour faire du graphisme. Mais on pouvait toujours faire du poke, du pic pour lire, donc écrire et lire dans la mémoire de l'ordinateur, dans les locations. Donc c'était une programmation faite comme ça, qui d'une certaine façon ressemble, c'est un petit peu comme la programmation en assemblaire, mais quand même ça reste plus facile. Au jour d'aujourd'hui, les gens qui, pour le plaisir, comme moi, décident de coder sur des ordinateurs de cette époque, ne le font pas sous l'ordinateur, ni sur un émulateur. Souvent, ça se fait sur un PC. Ça, c'est ce qu'on appelle cross-development. Ça se fait sur le PC et puis il faut transférer le programme, le code, sur l'ordinateur réel ou émulé. Donc ça, c'est ce que je fais, c'est que à peu près tout le monde fait. Donc l'écriture, je la fais sur un éditeur ou même sur des IDE, sur des UI modernes, comme on ferait pour du Java, pour du C, pour du C++. Il y a des outils qui ressemblent, pour les gens qui connaissent, pour les gens qui codent, j'imagine qu'ici il y en a pas mal. On peut écrire du basique des années 80 sur une interface qui ressemble à l'interface du Java moderne, du C++, ou C#. Et donc, ça simplifie beaucoup la vie. Parce que quand tu le faisais sur un ordinateur à l'ancienne, parfois tu avais un crash, tu avais tout perdu. Okay, donc, ce n'était pas si agréable. Et donc, il y a le genre, aujourd'hui, on peut coder un basique pour le plaisir. Si on veut faire un jeu avec des graphismes sympas, on ne le fera pas un basique interprété. Parce que quand je parle de basique ici, aujourd'hui, je parle du basique interprété à l'ancienne, pas du basique moderne. Ça existe aussi. J'avais évoqué le basique moderne pour certaines consoles. Si on veut programmer dans le basique à l'ancienne, bon, c'est interprété. Il y a des gens donc, qui font ça pour le plaisir parce que c'est difficile. Oui, il y a des contraintes. Et il y a une compétition internationale qui je trouve très sympa, qui s'appelle Basic 10-Liner Contest. Donc le but, c'est d'écrire un jeu vidéo en 10 lignes de basique. Ok, 10 lignes, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est rien. C'est le code, au jour d'aujourd'hui, un jeu vidéo, ça devait être quelques 10 000 lignes de code, je ne sais pas, un truc comme ça. 10 000 lignes. Bon, 10 lignes, c'est juste rien. Et en plus, un basique. Donc, basique, c'est un langage, on pourrait dire, aujourd'hui, pourri. C'est magnifique comme langage, mais honnêtement, ce n'est pas un langage moderne. Ça t'oblige à faire des choses bizarres, contre nature. Ok ? Dans cette compétition, et je vais vous conseiller de participer, les gens qui savent coder, même si des gens qui ne savent pas coder en basique. Ça fait 30 ans que je ne codais pas en basique. Hein. Je me suis mis à coder, je commençais à coder après 30 ans une pause de 30 ans, et c'était sympa, j'ai fait des petits jeux. Donc, le but, c'est de faire un jeu en 10 lignes, mais il y a des catégories différentes, avec des contraintes différentes. La catégorie la plus dure, c'est la catégorie pure 80. Donc, on a 10 lignes de code maximum. Chaque ligne ne peut pas dépasser 80 caractères. Et on ne peut pas utiliser un basic qui n'était pas original. Donc, il n'y avait que le basique tout pourri du tout début. Et 10 lignes et chaque ligne 80 caractères. Donc, c'est dur. Okay. Puis, on a d'autres catégories dans lesquels on peut mettre plus de caractères ou dans lesquels on peut utiliser des basiques plus modernes, mais toujours des basiques interprétés qu'on
qu'on peut mettre dans l'ordinateur de l'époque avec une cartouche ou une cassette, un disquette. Donc il y a 4 catégories. Moi, je codais surtout sur la catégorie pure 80. Et j'ai participé aussi dans la catégorie wild, dans laquelle on peut coder. Il n'y a pas la limite des 10 lignes, il n'y a aucune contrainte. Et je peux vous présenter des jeux que j'ai fait, mais je dois mettre ça comme ça. Oh, oh. Merci. Donc, comme je disais, j'ai participé au concours. Je n'ai pas gagné, hein, mais bon, j'ai gagné une catégorie, j'ai gagné quelque chose. Bah bon, c'était pas le but, c'était le plaisir de le faire. J'ai gagné avec une collaboration, mais je me suis amusé, c'était très sympa. Un des jeux que je veux présenter ici, c'est Minimans. C'est un jeu qui s'inspire du jeu Le Mans. C'est un jeu qui existait pour le Commodore 64. C'est un jeu de course en voiture. C'est Le Mans. Donc c'est une course qui se déroule le jour et la nuit. Et moi je le fais en 10 lignes en basique. Donc ça c'est le vrai. Sur le Commodore 64. Moi je le fais sur le Commodore VIC-20. VIC-20 c'est très limité. Il n'a que 3,5 kilooctets de mémoire vive disponible pour le code. Un basique, et en plus je le fais en basique et 10 lignes, 80 caractères maximum par ligne, et on ne peut pas utiliser de l'assemblaire, on ne peut pas mélanger basique et assemblaire, c'est que du basique pur sans rien. Donc c'est un jeu comme ça. Il y a des voitures, je ne sais pas si on voit quelque chose. Bon, la petite voiture rouge, c'est mon personnage, c'est la voiture que je contrôle, je dois éviter les autres voitures, et c'est le jeu, ça se déroule aussi pendant la nuit et le jour. Et donc le but, c'est d'éviter les garde-fous et les autres voitures, qui sont les voitures bleues et vertes. Et il y a aussi des phares. Bon, des phares, c'est un truc très limité. Parce que pendant la nuit, on ne voit pas les garde-fous. Et les phares me permettent d'apercevoir les garde-fous. Donc c'est un jeu, je peux vous montrer le jeu. Tout cela, c'est pour vous motiver peut-être à vous essayer, si vous avez envie. Hein. C'est juste 10 lignes, hein. C'est pas beaucoup. Hein. Donc c'est ça. Bon, donc c'est... Ok, c'est les graphismes, c'est presque rien. Hein. Mais en 10 lignes, on n'a pas de place pour mettre des graphismes, ni effets spéciaux. Il y aura la nuit, ça prend trop de temps. Je vais vous montrer ça peut-être après, si vous voulez, mais c'est ça l'idée. Le parcours est aléatoire, ça devient de plus en plus étroit. Il y a des petites choses qui arriveront, et surtout la nuit, ça va être plus difficile. Donc c'est ça l'idée du jeu. Puis je vais faire un autre petit jeu que je vais faire en basique dans la catégorie la plus dure, la pure 80. Et je le fais pour 12 ordinateurs différents. Donc je le fais en 12 basiques différents. Parce que le basique, comme j'avais dit, ce n'est pas un langage, c'est plusieurs langages. Et c'est un concept original. L'idée les jeux en 10 lignes, bon, c'est des petits jeux, donc c'est un concept. Puis si on a du temps et si on voit que le jeu est sympa, on peut faire un vrai jeu en partant d'une idée simple, qui est l'idée de 10 lignes. C'est un sketch, si on pourrait dire. Hein. C'est un jeu de stratégie. Il y a des mines, il faut éviter les mines. Je vous montrerai l'idée du jeu. Je l'ai fait pour les Commodore, pour l'Atari, si on voit plusieurs Commodore, l'Amstrad, aussi pour un petit ordinateur portable. Donc l'idée du gameplay, c'est d'éviter les mines et les murs.
il faut détruire les mines avec des charges anti-mines. Donc, on a la possibilité d'éviter les mines. Et on peut attraper des charges additionnelles. Je vous montre le jeu. Ça, c'est toujours sur un Commodore VIC-20. Donc, ça fait penser à Snake. C'est pas Snake, parce que les mines vont apparaître aussi autour de moi. Au tout début, c'est très simple. Et puis, ça devient très difficile. Bon, je suis mort parce que je suis bête. Bon. Parce qu'au début, c'est facile. Puis, ça devient difficile. Au bout d'un moment, il faut trouver un parcours optimal pour arriver à attraper d'autres charges. Ça, c'est des charges. Je peux détruire les mines, mais j'en ai 6. Maintenant, j'en ai 5, 4. Au bout d'un moment, j'en aurai plus. Donc, il faut économiser les charges, attraper d'autres charges. La charge, parfois, les mines vont apparaître où il y a des charges, donc je n'arrive pas à prendre la charge. Donc, c'est un jeu de stratégie que j'ai développé plus sans le contraint des lignes. J'ai fait une version qui utilise 50 lignes, et ça devient plus intéressant. Mais le concept, pour moi, je le trouvais sympa. C'est un jeu qui a un gameplay... Bon, c'est l'idée du jeu. J'ai fait un autre jeu que j'ai dû appeler Meteor. J'aurais dû l'appeler plutôt Asteroids. Il y a déjà un jeu connu, très populaire, donc je l'ai appelé Meteors. C'est un jeu dans l'espace. Nous, on est une navette spatiale. Il faut éviter les météores et attraper tous les autres objets. Donc, c'est juste, il faut éviter les météores, attraper tous les autres objets qui tombent. Et on peut détruire les météores. On a des barrières qu'on peut utiliser. On a un nombre limité de barrières. Okay. Ça, je le fais. Celui-ci, je le montre sur le Commodore 64. Météore. Non, non. Je me suis trompé. C'est le Commodore VIC-20. Je me suis trompé. Météore. Ok. C'est ça, on a la navette, on peut détruire les météores comme ça, et on peut attraper les objets qui tombent. L'idée, c'est très simple. Ok, ça, on peut penser que c'est un jeu très bête, mais déjà, le fait de faire un scrolling, un basique, c'est très dur. Donc, le fait d'afficher tous ces caractères qui font un scrolling comme ça, c'est pas évident. Ça, je vous décris pas les détails techniques, mais en basique, ça c'était pas peut-être trop clair au tout début. Le basique, c'est un langage, le basique interprété, c'est un langage très lent. On ne peut pas faire des choses rapides, c'est impossible. Donc, on n'aura jamais de jeu très fluide en basique. Ok, et puis, on va l'autre. Le dernier jeu en 10 lignes que j'ai fait, c'est Thief. Bon, c'est un voleur. Le but du jeu, c'est d'attraper l'argent qui se trouve toujours au milieu et éviter les gardiens qui essaient de m'attraper. C'est une idée originale. Ici, le jeu, ce qui est intéressant dans le jeu, c'est le fait que j'ai mis une petite intelligence artificielle dans les ennemis. En 10 lignes, c'est pas évident de faire ça. Parce que les ennemis marquent le territoire par zone. Et tout cela, c'est beaucoup de logique. Et je vous montre ça aussi. Ok, le jeu, c'est... Moi, je suis le rouge ici. Je peux voler l'argent. Il y a les gardiens qui vont essayer de m'attraper. Ce qui est difficile, c'était le fait de mettre l'intelligence aux ennemis. En 10 lignes surtout, parce que c'est toujours ça. Donc on a dû faire des contorsions dans le code. Bon. Donc pour coder
un jeu en D-Ling, c'est un jeu en soi, c'est un défi. Je vous montre, par exemple, le jeu Mines, le jeu de stratégie avec les mines qu'il faut éviter. Pour le Commodore VIC-20, je vous montre tout le code. Hein. C'est ça le code. C'est pas très lisible, bien sûr. Ça, c'est les 10 lignes de code. Un basique V2, c'est le basique tout pourri du Commodore VIC-20, mais aussi du Commodore 64. Donc, quand on codait dans le Commodore 64, on pouvait écrire du code comme ça. Si vous tapez ça sur un Commodore, quelque chose qui ressemble à ça, parce que ça c'est la version VIC-20 qui est presque la même chose, on avait le jeu. C'est juste ça, vous tapez ça, ça suffira pour avoir un jeu. C'est pas beaucoup, c'est pas lisible bien sûr, parce que j'utilise beaucoup de trucs parce que je dois m'arrêter ici. Je dois utiliser tout ce qui est possible sur la machine réelle, mais pas l'assembleur. Abréviation, oui, parce que c'était prévu. Dans les règles de la compétition des lignes, les basiques qui n'ont pas d'abréviation, pour les basiques, on compte les caractères de façon différente. On compte les tokens. Par exemple, sur la Sinclair ZX, on ne compte pas les caractères, on comptera les tokens. Parce que sur la Sinclair ZX, celui-ci, bon, c'est ouvert. On ne peut pas écrire du code avec des abréviations. Moi, j'utilise les abréviations sur le COM64. Et donc, pour l'autre, la façon de compter les caractères est différente. Mais c'est pas le problème et ça, c'est le code de l'autre jeu dans lequel j'ai mis de l'intelligence artificielle. Donc, le fait que les ennemis doivent marquer par zone. Ça, c'est compliqué en D-Ling. Hein. Il faudrait que j'explique quand même les abréviations. Ah oui, sauf que... Par exemple, F avec un carré à côté, I égale, c'est l'abréviation de for I égale 1, et le N, c'est next. Et sur BBC, on écrivait F point, M point, et sur les Sinclair, on ne pouvait pas, parce que dans leur basique, il était tokenisé, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'un seul octet qui était utilisé pour chaque mot-clé, donc print, c'était un seul octet. Et le basique le reconnaissait. Mais le défi, en effet, c'est pas le vrai défi, c'est le fait que c'est un jeu d'imbriquage, c'est un jeu d'imbrication. Donc le problème, c'est que il y a plusieurs problèmes. Donc ici, j'avais préparé, mais je crois pas qu'on a. Vous pouvez lire, j'imagine que non. C'est trop petit. Donc on a 10 lignes. Tout le code doit être sur les 10 lignes. Pour sauter, pour changer l'exécution du code, on peut sauter que sur une autre ligne, au début d'une autre ligne. Donc toute la logique du jeu doit prendre en compte le fait que j'ai les 10 lignes et je peux sauter que sur les lignes possibles. Je ne peux pas sauter sur 50 endroits différents. Je dois toujours sauter sur une ligne. En plus, les basiques qui ne sont pas les tout premiers basiques, quand on voulait mettre de la logique en basique comme dans les autres langages, on a if, si, then, c'est-à-dire alors, si cette condition est vraie, alors tu fais ça. Mais dans le basique de l'époque, ça va tout gâcher pour nous, parce que si j'écris quelque chose ici, puis je mets if, condition, et puis je mets alors, fais ça, tout ce que je mettrai après va être attaché au then, alors. Donc, à chaque fois que j'utilise if, j'ai gâché une ligne. Donc, je ne peux pas utiliser if. Donc, la logique, je la fais avec des formules mathématiques. Donc, c'est compliqué. Bon, je peux vous donner des détails. Donc, par exemple, dans le jeu, j'ai 4 touches pour les mouvements. J'ai la touche gauche, touche haut, touche bas, touche droite. Je ne peux pas faire if, appuie, touche gauche, alors bouge à gauche. Non, je ne peux pas. Je dois faire une formule mathématique qui, à partir de code ASCII de la touche, va produire le déplacement de mon personnage. Donc tout est très tordu.
c'est grâce à des formules qu'on arrive à à mettre tout dans des lignes. Oui. Et vous pouvez penser que c'est de la masturbation intellectuelle. Oui, tout. Eh bien, quand vous programmez en C aujourd'hui, vous demandez à GCC d'optimiser la O3, il fait ce genre de choses. Pourquoi? Parce que pour un microprocesseur aujourd'hui, faire un GoTo, c'est un jump en assembleur, c'est pareil. Ça coûte très cher, ça coûte cher pour une autre raison, c'est que ça nettoie des caches, etc. Et donc, très souvent, le compilateur va choisir des genres de calculs qu'il fait, des calculs logiques, etc., de façon à pouvoir en faire plusieurs en parallèle, sans forcer le processeur à faire des GoTo. En fait, ce genre de raisonnement se prolonge aujourd'hui. Oui, 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 c'est un jeu pour les gens qui aiment en coder, pour les gens qui c'est sympa, c'est une compétition et on apprend des choses, aussi des choses inutiles, mais aussi des choses, des techniques qu'on peut utiliser même quand on code à bas niveau. Donc c'est un exercice très sympa, je me suis très bien amusé. Donc on a un défi que c'est le fait qu'on a des lignes, le fait qu'on a des contraintes, le langage, mais il faut aussi connaître l'hardware à bas niveau, il faut connaître vraiment, et parfois il y a des bugs dans l'hardware, et on fait exploiter les bugs pour faire des choses impossibles. Sur je vais donner un exemple, c'est pas le cas du basique, mais sur l'ordinateur avant du Sinclair, presque le tout premier, le Sinclair ZX81, on n'a pas de son, on ne peut pas produire de son, mais on a réussi quand même à faire des sons grâce à des bugs pratiquement. On peut polluer oui. On peut utiliser des bugs, et dans le cas du basique, j'utilise des bugs de Commodore VIC-20 pour faire des graphismes, par exemple. Pour faire des graphismes de façon efficace par rapport à la mémoire vive. J'utilise pas beaucoup de mémoire vive et j'utilise pas beaucoup de caractères dans le code pour faire pour modifier des caractères, donc pour faire des graphismes. Ok, je vous ai parlé de jeux en 10 lignes. Je fais aussi des jeux en basique qui ne sont pas en 10 lignes. Comme je vous avais dit, je fais aussi des versions de Minds en plus des 10 lignes. J'ai fait une version, je peux montrer ça après, si vous voulez, dans laquelle je vais faire un vrai jeu qui utilise le Commodore VIC-20, utilise toute la puissance d'un Commodore VIC-20, c'est-à-dire 3 kilooctets de mémoire vive, 3000 octets. J'utilise les 3000 octets, 3500 octets, et qui n'est pas beaucoup, qui n'était beaucoup même pas à l'époque. Mais on peut faire beaucoup plus que des lignes. Donc, je fais un jeu qui a 20 niveaux, qui a des items spéciaux qui nous permettent de détruire les mines, qui nous font faire des choses. Et il y a des graphismes en plus. Il y a mon personnage qui bouge. Je peux montrer ça rapidement. Tu te charges un petit commentaire aussi sur l'exploitation des bugs hardware. C'était beaucoup utilisé à l'époque, même pour les jeux commerciaux d'époque. Et notamment, il y a une exploitation intéressante qui a été faite par Microsoft eux-mêmes dans leur basique, pour l'écriture du basique. C'est un truc qu'on attribue à Bill Gates. Ils ne savent pas si c'est Bill Gates ou Paul Allen qui l'a fait. Mais qui consistait en gros l'encodage des instructions sur certaines instructions à l'assembleur, c'est plusieurs octets. Et il y avait plusieurs endroits dans le basique où il sautait au milieu d'une instruction et du coup ça faisait une autre instruction. Donc la même séquence de caractères ne codait pas la même chose selon l'endroit où il branchait. Et il y a un endroit en fait où le décodage se fait sur plusieurs instructions. Il y a 3 instructions dessus, je crois, qui changent de sens parce qu'ils ont branché au milieu. Donc ça c'est ce que vous montrez. Donc ça c'est Minds mais avec plus de 10 lignes. Donc le personnage, j'ai fait des graphismes. Il y a des objets qui permettent de détruire des mines. Donc le jeu a plusieurs variations. C'est un jeu sympa qui est pas monotone. Et ça c'est un basique. Et
Il y a des effets sonores très simples. Bon, ici, on n'arrive pas à entendre quelque chose. C'est des bips, plus ou moins. Bon. Et puis j'ai collaboré sur un jeu pour le MO6. Donc, je vous avais parlé de MO5, qui était un ordinateur populaire en France, bon, qui a été utilisé beaucoup dans les écoles. En France, il y a eu aussi le MO6, qui est moins connu. Je ne sais pas si vous connaissez le MO6. C'était une évolution de l'MO5 qui permettait plus de couleurs. Mais à la base, c'est très similaire, c'est le même processeur. Et donc, j'ai collaboré avec Giuseppe Stassi. C'est lui l'auteur principal du jeu. Lui, il est un graphicien. Il fait des graphismes, il est exceptionnel. Donc, ça, c'est un clone de Pouyan. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu d'arcade Pouyan. Il y a des loups qui doivent attaquer. Il y a des loups qui attaquent des cochons, non, les petits cochons, et il faut se défendre des loups. Il faut les faire tomber il faut cibler les ballons et on les fait tomber. Et vous regardez les graphismes, hein, c'est très beau. Bah, je trouve très beau. Et c'est un jeu fait en basique. Ça, c'est du basique avec des graphismes comme si c'était un jeu en assembleur. C'est énorme. Et ce jeu, c'est pas un D-Ling, hein. Ça, c'est plus de D-Ling, beaucoup plus. Mais c'est basique sans assembleur. Donc, ce jeu a gagné la catégorie Wild, c'est-à-dire la catégorie dans laquelle il n'y a pas de contraintes, mais c'est que du basique. Et le gagnant de la catégorie D-Ling Extreme 255, pour l'Atari 800, c'est un mec qui gagne souvent la compétition. Il a utilisé un basique moderne, mais toujours une cartouche qu'on peut mettre sur un Atari. Il s'appelle Vitico. Il est champion du monde de jeu en D-Ling. Il a fait Mario Bros. Ça, c'est le code en bas. Il a réussi à faire un D-Ling. Sur un D-Ling, faire ça, c'est un truc de fou. C'est un truc incroyable. Je vous montre. Je l'ai mis où? C'est D-Ling, ça. Ah, je l'ai. Ah ouais. Ça, c'est un jeu écrit en D-Ling de basique pour un Atari 800. C'est incroyable, hein? C'est lui qui a gagné, hein? Mais ça, c'est avec 256 caractères par ligne. Tu as beaucoup plus de caractères et tu as un basique qui te permet de faire des graphismes. Tu as un basique qui n'a pas le if then, il a if then else. C'est un basique qui n'a pas les lignes, et c'est un basique qui a tout. C'est un langage moderne, donc c'est un basique moderne, comme si c'était du C, mais c'est quand même des lignes, hein. Ça reste. C'est énorme, hein. Oui, je sais pas. Je sais pas. Mais. Ah oui, c'est vrai, la rouge, elle devient rouge. Donc, c'est pour deux joueurs, hein, toute la logique. Oui, c'est vrai. Et donc, j'ai montré, tu as raté ça, c'est un D-Ling, c'était Mini Bros, c'est Mario Bros un D-Ling, de basique. Oui, bien sûr. Et ça, c'est le code. Ben, c'est pas très lisible ici. Bon, ça, c'est le code du jeu. Ah oui. Oh merde. Donc, ça, c'est tout ce que je voulais dire, sauf le futur. Bon, donc, vu que je suis intéressé aussi à la partie un petit peu sérieuse, académique, en la recherche, ce que je prévois je prévois de continuer à la collaboration avec l'Université de Pise sur les thèmes qui concernent l'histoire de l'informatique et surtout de basique, mais pas seulement. On a déjà des projets de recherche avec Giovanni Cignoni de l'Université de Pise et on envisage une collaboration avec une économiste
Ruxandra Pavelkiewicz, sur l'impact des ordinateurs familiaux. C'est une collaboration familiale. Vu qu'on parle d'ordinateurs familiaux, on fait une collaboration familiale avec donc l'université de Côte d'Azur sur l'impact des ordinateurs familiaux, l'impact dans l'économie. Et puis, bien sûr, je vais continuer à programmer des petits jeux en basique. Sûrement, je participerai à la compétition en D-Ligne de 2020 et je vous invite aussi à participer aux compétitions de D-Ligne. C'est très sympa, je me suis amusé et c'était tout. C'est ce que je voulais dire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, plutôt que question, je voulais voir la vidéo de jeu Moyan que tu as fait. Si tu as la vidéo de jeu Moyan. Ah, de Moyan. Oui, juste pour voir qu'est-ce Moyan, que ça donne. C'est un clone de Pouyan. Que je Il connais s'appelle pas. Moyan parce que c'est pour MO6. Donc, ça pourrait tourner même sur le MO5. Est-ce que j'ai Moyan? Oui, ici. Ça, c'est un basique. C'est pas des lignes, par contre. Hein. Ça tourne aussi avec moins de couleurs. Ça pourrait tourner sur le MO5. Ça pourrait sûrement tourner sur la TO8, TO9, donc les Thomson qu'on avait dans les lycées en France. Et ça, c'est le clone de Pouyan. Mais dans les salles d'arcade, il y avait un jeu comme ça. Je sais pas, toi, tu te rappelles, non? Ça, c'est pas la toute dernière version. Moi, j'ai collaboré. C'est pas moi l'auteur principal. Moi, j'ai fait des optimisations dans le code. Mais c'est pas moi qui a fait les graphismes. C'est très beau, hein. Ça, c'est fait. C'est pas des graphismes copiés. C'est fait vraiment par un artiste. Parce que je sais pas, lui, il est un artiste. Alors, moi, c'est une question par rapport aux autres langages de l'époque, et notamment le Forth, le LSE, des trucs comme ça. Est-ce que vous les étudiez un petit peu aussi dans vos recherches? Donc, le LSE, c'était un basique français, en gros. Un basique en français. Le Forth, je l'utilisais à l'époque. C'est marrant comme langage. Et le Forth, c'est une exception dans les ordinateurs familiaux. Bon, je connais que le Jupyter Ace qui avait le Forth comme langage original, hein, parce que dans la plupart des cas, c'est toujours le basique. Soit il était préloadé dans les ordinateurs que j'appelle familiaux, soit on avait une cartouche. Et il y a des exceptions, tout à fait. L'exception, peut-être la plus importante, c'est le Forth. C'est un langage basé sur le stack, sur la pile. C'est un langage très bas niveau, très rapide, hyper rapide. Parfois, tu as l'impression que c'est de l'assembleur, tellement c'est rapide. Donc, je le connais. Mais par exemple, sur le Jupyter Ace, moi, j'ai fait un jeu qui tourne sur le Jupyter Ace. J'utilise du C compilé. Mais oui, ça m'intéresse beaucoup, l'histoire la partie histoire. Parce que ici, je parlais bien sûr. Ici, je parlais de plein de choses différentes. Je parlais de l'histoire du basique et l'histoire autour du basique, y compris l'histoire dans les pays de l'Est. Et aussi la programmation. Parce que moi, j'aime les deux choses qui ne sont pas forcément liées tout le temps. Donc, oui, l'histoire de Forth, ça m'intéresse beaucoup. Mais quand je dois coder pour un Jupyter Ace, par exemple, je le ferai plutôt en C ou en assembler. J'aimerais savoir comment vous faites pour la compétition sur les 10 lignes. Vous commencez par avoir un jeu complet, à le réduire après sur 10 lignes, ou c'est l'inverse, vous commencez par avoir un prototype et rajouter des fonctionnalités au fur et à mesure qu'il vous reste de l'espace? Je commence à écrire. J'utilise. Ok, je montre ça parce que c'est très utile pour les gens qui peut-être veulent s'essayer. Je vous montre ça. On va voir si on aura.
Donc, il y a des outils qui nous simplifient la vie. Donc, je le fais avec, pour les D-Lignes, pour la partie, pour les Commodore, tous les Commodore, presque tous les Commodore 8 bits, j'utilise Symbian PRG Studio qui me permettent même de produire les abréviations sans que je dois me rappeler des abréviations de commandes basiques. Il compte même, il me dit aussi combien de caractères. 80, c'est ça. Donc, il m'aide aussi à savoir combien de caractères restent. Donc, c'est un Tetris que je fais. Donc, je commence à écrire le jeu. Déjà, je dois commencer à écrire le jeu de façon très compacte. Mais au tout début, ça va dépasser les 10 lignes facilement. Ça dépasse beaucoup les 10. Je fais un jeu en 20 lignes, 30 lignes. Et puis, je commence à le rendre plus compact. Donc, je commence à utiliser des idées. Et parfois, je rajoute à la fin, quand je vois que j'ai encore de l'espace. Mais le problème, c'est toujours la logique tordue qu'il faut avoir. Parce que tu as un problème, ce if, c'est un problème grave. Parce que t'as pas le else. Lorsque tu fais un if, tu as gâché la ligne. Donc le if, ça doit être toujours à la fin de la ligne. Ou tu utilises d'autres choses. Il y a des trucs. Le truc des formules mathématiques, c'est un truc qu'on peut utiliser toujours. Mais la formule mathématique, elle est trop lourde. Donc ça pose aussi d'autres problèmes. Parce qu'on parle de basique, interprété sur des machines à 8 bits qui tournaient à 1 MHz. Donc c'est hyper lent. Donc même les formules, il faut les optimiser pour faire en sorte que ça soit rapide. Ou on a d'autres choses qui peuvent simuler un if-else, une logique, une sorte de logique. L'autre problème qu'on a, c'est le go-to. Parce que quand on veut changer le flow du code, il faut faire un go-to, un goes-up. Et même pour ça, il faut faire un genre d'implication, choisir exactement où mettre le début, quoi mettre au début de chaque ligne. Et puis, oui, donc je commence avec quelque chose qui dépasse les 10 lignes, puis je réduis, et à la fin, je rajoute jusqu'à avoir presque la totalité des caractères. J'ai dû laisser 3 caractères dans mes jeux, donc j'ai 3 à 4 caractères, parce que je rajoute tout, jusqu'à la fin, jusqu'à que je vois qu'il n'y a plus de place, donc je dois arrêter. Et s'il y a un bug, c'est compliqué, parce que pour le bug, pour fixer un bug, parfois il faut rajouter des caractères, donc il faut jeter une partie du code, donc c'est pas évident. En fait, c'est plus une histoire qu'une question, mais qui est liée à quelque chose que tu as dit avant. Il a parlé de la numérotation des lignes. Vous vous souvenez, donc, en fait, les lignes de basique, on n'avait pas d'éditeur de texte. On ne pouvait pas du tout rajouter de code. Donc, on numérotait en général de 10 en 10. On faisait 10, 20, 30. Comme ça, si on se rendait compte qu'on avait oublié du code au milieu, par exemple, entre la 10 et la 20, on mettait une ligne 15. Voilà. Et puis forcément, au bout d'un temps, on se trompait. Donc il y a des basiques modernes qui avaient rajouté une fonction qui s'appelait renumber, qui permettait de renuméroter les lignes de 10 en 10 pour pouvoir recommencer. C'était comme ça qu'on faisait du traitement de texte à l'époque, ce qui était quand même relativement primitif. Et en fait, tu as parlé des fonctions pick et poke, donc qui permettent d'écrire quelque part dans la mémoire. Il y a que tous les dialectes de basique ne l'avaient pas. Et notamment le TI 99.4a, il y en a un exemplaire en bas. Il fallait acheter une énorme boîte qui pesait 18 kg, qui était un kit de développement, qui rajoutait les fonctions call-pick et call-poke. Mais sinon, on ne les avait pas. Et on ne pouvait pas écrire d'assembleur sur cette machine à cause de ça. Il y avait des gens que ça frustrait beaucoup. Alors vous allez me dire, pourquoi ils nous parlent de renumber et de pick et de poke? Parce qu'il y a des petits malins qui ont remarqué que si on faisait des programmes avec plein de lignes et qu'on les renumérotait, il y avait un bug dans la renumérotation. Dans l'algorithme de renumérotation de Texas, qui faisait qu'il insérait des caractères bizarres, un peu comme les abréviations, dont certains pouvaient être utilisés comme des pics et des pokes. Et donc, il y a des gens qui s'étaient mis à programmer en assembleur. Il y avait une séquence spéciale. On faisait un programme qu'on écrivait d'une certaine façon. On renumérotait, s'insérait des caractères bizarres. Il fallait surtout pas y toucher. Ils étaient précieux. On effaçait toutes les autres lignes. Et là, on pouvait écrire en assembleur. C'est un overflow dans la mémoire, pratiquement. Oui. Donc, voilà comment est-ce qu'on développait en assembleur à l'époque. Ça faisait plein de choses tordues, hein, honnêtement. Mais ce qui était très intéressant et ce qu'on a perdu, c'est le fait qu'on avait un accès à l'hardware beaucoup plus direct. Au jour d'aujourd'hui, moi je suis un informaticien, donc
modernes aussi. Je fais des choses modernes. Au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas vraiment les machines comme on les connaissait à l'époque. Bon, puis sûrement, au jour d'aujourd'hui, on a des machines beaucoup plus complexes, mais on utilise plein de couches d'abstraction. Quand on code aujourd'hui pour afficher un pixel, on n'est pas... on connaît pas forcément l'architecture dans les détails de l'architecture de la puce graphique. Hein. On connaît, il y a la classe Toto qui me permet de faire tata, et puis, j'aurai un point dans un pixel allumé dans l'écran. Mais bon, mais le pixel, c'est quoi? Ou dans la mémoire? On ne sait pas. À l'époque, on connaissait vraiment l'hardware, très bas niveau, et même des gens qui n'étaient pas forcément des informaticiens et avaient des connaissances un petit peu plus profondes par rapport les utilisateurs modernes d'un ordinateur. Au jour d'aujourd'hui, pour moi, les ordinateurs sont devenus des électroménagères. À l'époque, non, c'était vraiment un ordinateur. Et dans les écoles, on apprenait le basique. Ça, c'était le cas aussi. Sur le côté bas niveau aussi, beaucoup de ce qu'on a rajouté dans le matériel d'aujourd'hui, c'est la détection d'erreurs. Des trucs qu'on voudrait pouvoir faire, et puis l'ordinateur bloque en disant ça, vous n'avez pas le droit. À l'époque, il n'y avait pas. Donc, par exemple, les microprocesseurs qui sont là-dedans, il y avait des instructions documentées. Mais il y avait des gens qui essayaient de renvoyer des codes qui n'étaient pas documentés pour voir ce qui se passait. Et ça faisait des instructions bizarres, dont certaines étaient en fait très très utiles. Et il y avait pareil les adresses mémoire, il y avait les adresses mémoire documentées, puis il y avait celles où on ne savait pas trop ce que ça faisait. Et en cherchant un peu, en tapant dans tel truc, on pouvait avoir par exemple sur le Spectrum, il y avait les registres qui servaient à contrôler les couleurs du bord de l'écran. Il y a des gens qui ont découvert ça, donc on pouvait faire clignoter les bords de l'écran. C'est-à-dire pourquoi faire clignoter les bords de l'écran? Parce que pour savoir si votre jeu en basique il va vite, vous faites un peu au début de la routine, un peu qu'à la fin de la routine, la couleur de l'écran elle change, et la hauteur de la bande de couleurs que vous voyez sur le côté de l'écran, c'est le temps que ça a pris pour exécuter votre programme. Et ensuite vous optimisez pour raccourcir cette hauteur. On utilisait les raster lines pour calculer le temps. C'est des techniques oubliées, ça, mais c'est dommage parce que c'était vraiment bien. Il y a des gens qui programmaient à l'oreille aussi. Tu parlais de bruit, les ordinateurs ils faisaient du bruit, donc on optimisait en écoutant. Ah, celui-là il est plus rapide. Oui, la fréquence. Si tu fais du beat banging, si tu fais du beat banging, moi j'utilise en basique, j'utilise du beat banging pour faire des petits bruits, des petits bips. C'est du beat banging. On tape, ça va faire un pet. Donc si tu augmentes la fréquence, tu auras une fréquence plus haute ou plus basse. Et donc tu peux faire ce qu'on appelle beat bang. C'est un truc c'est utilisé partout à l'époque. Merci.